Salut Solène. Salut Mélissa. Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place des femmes dans les sociétés insulaires. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Décolonisation, décoloniser, décolonisons nos corps. Qu'est-ce que cela implique ? Pourquoi ? Pour qui ? Et comment ? Au cours de ce premier épisode, nous essayerons de répondre à ces questions qui constituent l'enjeu du podcast Femme Kachayeko. Ça nous titille tellement que l'on a dû, avec Solène, enregistrer une nouvelle fois l'épisode. Oui, parce qu'on va tellement n'importe où qu'on a besoin de discipline. Oui, parce que selon nous, nos corps n'ont jamais été décolonisés. Après tout, parler de décolonisation, c'est interroger les mécanismes de transformation d'une société dite coloniale en société dite post-coloniale. L'est-elle vraiment ? Sommes-nous véritablement dans une société dite post-coloniale ? C'est une réflexion qui interroge 6 siècles de domination. Bon, c'est vrai que c'est inconfortable pour beaucoup de parler du passé esclavagiste et du passé colonial. C'est malaisant, comme on dit, de reconnaître qu'on en porte encore les séquelles. Mais bon, ça reste quand même une réalité et c'est libérer la parole qui nous permettra d'avancer. Eh oui. Donc 6 siècles de domination, c'est finalement l'analyse de relations entre un colon et un colonisé et une colonisée au travers de l'asservissement et du génocide des populations autochtones, de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage, des 2 abolitions en Guadeloupe, de celle-ci, des travailleurs et travailleuses engagés venant en quasi-majorité des colonies françaises et britanniques, donc sympa le recyclage entre colonies pour les coloniser, de convois de soldats des colonies utilisés en première ligne sur les fronts de la Première et Deuxième Guerre mondiale, et là on pense à qui ? Les tirailleurs sénégalais. Une relation entre un métropolitain et une métropolitaine, un domicien et une domicienne. Donc là encore une fois, où moi je me pose la question si ce terme existe ou pas, mais bon, c'est pas grave. Et cette relation qui, au travers de la départementalisation et de son assimilation, de l'achat des femmes des îles pour le travail domestique en France métropolitaine, et la petite parenthèse, je m'explique très 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 rapidement. Quand je parle d'achat des femmes des îles, je pense au fait que dans le début du XXe siècle, milieu du XXe siècle, les femmes blanches bourgeoises qui séjournaient sur les îles pour vacances avaient souvent à leur service des domestiques, cuisinières, blanchisseuses, etc., etc. Et ces femmes blanches et bourgeoises aimaient tellement le travail fait par les femmes des îles, qui étaient réputées comme travailleuses, souriantes, etc., etc. En fait, elles leur ont acheté un billet de bateau pour les faire travailler chez elles. Et ces domestiques devaient se racheter, entre guillemets, en payant la dette constituée par le billet de bateau. Et ça, on reviendra plus tard parce que c'est super intéressant et met bien en relation les dominations entre les femmes d'un côté françaises et les femmes des îles. On parle ensuite de la régularisation justement par le bumidum, de la répression sanglante de manifestations ouvrières comme celle du massacre de la Saint-Valentin en 1952 et de la manifestation ouvrière en 1967, de la catastrophe sanitaire et écologique qu'est le chlordécone, de la grève de 2009 contre la vie chère. C'est une relation encore entre une Française de France hexagonale, et là, bien les guillemets, et une Guadeloupéenne, parce que la colonisation est, je cite, d'abord une violence exercée contre les corps, celui des hommes comme celui des femmes. Elle a généralement pour cortège l'asservissement ou la déportation. Fin de citation. Et que parce que mon corps a été aliéné suivant une histoire particulière, la décolonisation de mon corps, et par conséquent la décolonisation du corps des femmes, s'effectue avec l'appui du féminisme décolonial. On en a déjà parlé, ou du moins survolé dans la bande-annonce, et expliqué très rapidement sur notre page Instagram, mais on va le définir à présent de façon plus tranquille. Le féminisme décolonial est un concept développé par Françoise Vergès, politologue et militante féministe décoloniale réunionnaise,
qui, dans son ouvrage éponyme, définit que, je cite, « Les féministes décoloniales étudient la manière dont le complexe racisme, sexisme et ethnicisme imprègnent toutes les relations de domination, alors même que des régimes qui étaient associés à ce phénomène ont disparu. » En d'autres termes, le féminisme décolonial s'intéresse aux femmes qui subissent des formes de domination multiples et simultanées par le simple fait que celles-ci soient originaires de sociétés post-esclavagistes et post-coloniales. Et en fait, on se rend compte que ce que dit Françoise Vergès dans ses études, dans ses livres, ça nous concerne, c'est complètement nous. Dans notre système et depuis le XVIe, XVIIe siècle, nous, donc femmes racisées et en particulier afro-descendantes, on a toujours eu un rôle de reproductrice ou objet sexuel / sexualisé. Notre corps a toujours servi à quelque chose et son rôle a toujours été déterminé par quelqu'un d'autre que nous. Alors pourquoi ? Pour peupler nos îles, parce que c'était moins cher de les faire accoucher que de faire acheminer de nouveaux Africains mis en esclavage, pour des raisons financières, parce que le ventre de la femme était donc le capital, les femmes étaient choisies pour leur capacité à produire des esclaves, des hommes et des femmes en esclavage, et pour assouvir les besoins sexuels des maîtres de plantation. Alors supposément, après la deuxième abolition de l'esclavage, tout cela devrait être aboli. Et pourtant, si on observe un tout petit peu et si on analyse nos sociétés, force est de constater que tous ces codes n'ont pas été abolis du tout. La colonisation, elle a des ramifications très profondes dans plusieurs domaines. Donc dans les domaines économiques, on peut encore dire qu'on est sous tutelle depuis la départementalisation. Le blanc, alors je fais des guillemets comme construit social, détient encore les richesses. Les décisions économiques qui nous concernent ne sont pas prises par nous ou ne sont même pas prises sur le sol de nos îles. La colonisation a aussi des ramifications sociales avec les préjugés, la hiérarchisation et l'échelle de race qui malheureusement existent toujours, mais aussi dans les domaines psychologiques avec les syndromes post-traumatiques ou les transmissions de traumatismes de façon générationnelle, donc d'une génération à une autre, et une estime de soi brisée. Mais bon, on rentrera dans les détails un peu plus dans un autre épisode parce qu'on aura une invitée qui est spécialisée dans le domaine psychologique. La décolonisation de nos corps, du coup, ça implique qu'on se le réapproprie, mais aussi qu'on questionne toutes nos croyances, toutes nos pensées, pourquoi on dit ce qu'on dit, pourquoi on fait ce qu'on fait, d'où ça vient en fait tout ça. Du coup, c'est un peu le but de la création de cette plateforme, amorcer le discours sur la décolonisation de nos corps. Oui, car si on pense aux territoires qui ont été colonisés, la liste est plutôt longue. Et je me permets, dans ce cas, de la lire, parce que j'en prends note dans le livre de Frédéric Régent, historien. À chaque fois, j'ai envie de dire historiologue, mais n'est-ce pas ? Historien guadeloupéen qui, dans son ouvrage La France et ses esclaves, en a fait une liste que j'espère être exhaustive. Alors, du coup, Gorée, Grenade, Guadeloupe, Guyane, Île-Bourbon, qui est la Réunion, Île-de-France, qui est l'île Maurice, Louisiane, Marie-Galante, Martinique, Nouvelle-France, qui est le Canada, Saint-Barthélemy, Saint-Christophe, Sainte-Croix, Saint-Domingue, Saint-Louis du Sénégal, j'ai besoin d'une pause, Sainte-Lucie, Saint-Martin, les Seychelles et Tobago. Et le point commun de tous ces territoires est d'avoir connu un régime d'esclavage sous la domination coloniale française. Et c'est la fin, citation. Donc on se rend compte quand même que la décolonisation de nos corps demande une analyse vraiment poussée et pas juste des faits ou des anecdotes. On en a vraiment besoin d'un point de vue historique, anthropologique et social. Non, parce qu'on se rend compte qu'en fait c'était clairement leur passe-temps favori, puis ça occupe une grande partie de l'histoire, de notre histoire, cette affaire de coloniser on ne sait combien de terres, de territoires et d'asservir des populations. Donc du coup, tout ça, ça nous emmène à deux questions distinctes. La première, elle est pour vous, qui nous écoutez. Est-ce que vous êtes tel que vous êtes,
parce que c'est votre personnalité ou est-ce que c'est parce que c'est le fruit d'un comportement qui vous a été attribué en fonction de votre couleur de peau, de votre genre et de votre classe sociale. Alors ça, c'est une grosse introspection en elle-même. Et la deuxième question, qui est aussi une grosse introspection, nos corps nous ont-ils jamais appartenu? Ouais, c'est une question très difficile et très complexe, et comme on l'a dit, c'est l'interrogation de tous ces paramètres historiques, anthropologiques et sociologiques. La réponse n'est pas binaire. Il n'y a pas juste un camp bon, un camp mauvais. Il faut prendre en compte la complexité des rapports humains et la société. Comment ? La complexité de notre histoire. Oui, c'est ça. Donc la complexité de nous par rapport aux autres, la complexité de nous par rapport à la société et à notre histoire. Donc c'est pour ça que l'enjeu est vraiment là, en fait. Oui, et puis comment notre histoire et nos sociétés ont forgé nos rapports à nos corps et à nous-mêmes, c'est-à-dire de femme à femme. On veut interroger la société dans laquelle on vit, parce qu'on est encore classé, je mets encore des guillemets, et ça date de l'esclavage. C'est pas quelque chose de moderne. Et d'ailleurs, Michel Giraud nous résume quelque chose de façon assez parfaite. Je cite: « La position d'infériorité ou de supériorité que chaque groupe occupe sur l'échelle de couleur trouve sa légitimisation dans des jugements de valeur ou des stéréotypes qui attribuent de manière caricaturale des caractéristiques tant physiques que morales à l'ensemble des membres de ce groupe sans tenir compte des différences individuelles. Blanc égale beau et bien, noir égale laid et mal. » Fin de citation. Donc en fait, en somme, c'est ça, c'est que la couleur de peau était une carte d'identité et un indicateur de position sociale. Oh non! Donc du coup, nous concernant, donc les femmes racisées, on a été diabolisées, on a été utilisées, nos corps ont été utilisés. Et j'ai presque envie de dire qu'on a subi un lavage de cerveau parce que à un certain niveau ou à un certain moment de nos vies, on a intériorisé tout ça, toutes ces notions et tous ces préjugés. D'ailleurs, les hôtes de ce podcast, vous avez Mélissa qui, selon la classification caribéenne, serait une métisse. Et Solène, moi-même, qui, selon cette même classification, serait une noire ou une négresse. Et dans nos vies, nos expériences personnelles nous ont montré à quel point nos sociétés antillaises ont intériorisé tout ça, tous ces préjugés. On a encore, malheureusement, les codes et le vocabulaire de la société esclavagiste de façon consciente ou non d'ailleurs. Donc il y a quand même cette nécessité d'articuler le tout sans tabou, sans complexe, de façon à le déconstruire et aller de l'avant ensemble. D'ailleurs, quelle que soit l'île sur laquelle on habite, c'est quand même difficile de renier l'aliénation culturelle. Bon, il y en a d'autres, mais dans ce cas, on parle de l'aliénation culturelle de ces îles. Et on l'a vu dans nos enfances, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même maintenant, parce que quand tu dis... parce que quand elle dit que je serai métisse, quand elle dit je serai métisse vis-à-vis d'un dictat particulier. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Je suis de toute évidence métisse, mais je le suis vis-à-vis de quelque chose en particulier, vis-à-vis de règles édictées particulières. Que tu n'as pas décidé. Et que je n'ai pas décidé. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est de se dire que la relation que j'ai avec mon corps est une relation que j'ai par rapport à des codes mis en place par quelqu'un d'autre que moi-même. Donc, quand on pose la question, est-ce qu'on est nous-mêmes parce qu'on est des personnes uniques, aux personnalités uniques et aux caractères uniques, est-ce seulement vrai ? Voilà, donc c'est pour ça qu'il était intéressant, nous, qu'on parle un peu de nous à ce moment-là. Et quand moi, je fais une rétrospective, ou en tout cas, je fais un petit retour en arrière, et que je pense à toutes ces fois où on m'a critiqué sur mes cheveux, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image qu'on avait du cheveu métis qui est beau, bien bouclé, qui est bien entretenu, etc. Moi, les miens, ils allaient dans tous les sens, surtout parce que je ne savais pas quoi en faire. Mais c'était toujours verbalisé, cette façon de me faire sentir la déception. Les gens étaient déçus. En fait, c'est ça, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils étaient déçus de voir que mes cheveux étaient comme ça parce que je gâchais quelque chose.
Mais qu'est-ce que je gâche? Vis-à-vis de quoi je gâche? Est-ce que pour moi, est-ce gâcher ou c'est seulement pour les autres? Donc voilà, donc c'est vrai que de mon rapport, ça a été d'abord la critique d'un élément de ma personne qui est en fait très emblématique de moi-même. Ouais, et puis moi, de mon côté, ça a été belle pour une femme noire ou pour une négresse, dépendant. Ça a été me classer d'office comme agressive ou un monstre ou tout autre comment dire, adjectif plutôt péjoratif et qui tendait vers le sauvageon en fait. C'est comme si ma couleur de peau avait ou est une identité en soi, une identité en elle-même. Les gens parlent à ma couleur de peau et ne me parlent pas à moi-même. Et ils adoptent des comportements en fonction de ma couleur de peau. Ouais, c'est ça. Et pas en fonction de qui je suis moi. Donc moi aussi, c'est tout ce travail, c'est toute cette réalisation que je me suis construit par rapport à ce qu'on me renvoyait et pas vraiment autour de qui j'étais. Et donc du coup, toutes ces spécificités que nous connaissons sont passées sous silence par ce que Françoise Vergès appelle dans son ouvrage le féminisme civilisationnel. Alors, la femme blanche dans ce féminisme civilisationnel, donc en fait le féminisme mainstream dont on entend parler le plus souvent, la femme blanche, elle est faite universelle. Son expérience est le standard de toutes les expériences de femmes, tandis que la femme noire, elle est oubliée, elle est l'autre. Alors que nous, dans nos sociétés, on est pluriel en fait. C'est pas juste noir et blanc. Il n'y a pas cette binarité noir ou blanc, noir et blanc. C'est un schéma qui peut-être s'applique à des pays comme les États-Unis ou encore la France, mais dans nos sociétés, on n'est pas juste noir, on est aussi antillaise ou caribéenne. Et à l'intérieur même de ça, il y a d'autres réalités à prendre en compte. Comme on l'a dit, il y a Mélissa qui est métisse, il y a moi qui est noire, il y a les Chabines, il y a les Indiennes, etc., etc. Et toutes ces spécificités ajoutent à ces systèmes de domination qu'on subit en fait. Alors oui, en effet, si moi et Mélissa, mettons, on va aux États-Unis demain, on va être noir, on va être juste des black women. Alors oui, elle va être light skin, moi dark skin, mais bon, on va juste être... On est dans un autre c'est ça. sujet. Mais ici, dans nos sociétés insulaires, je dis beaucoup le mot société, c'est un peu plus complexe. Et la hiérarchisation, elle s'est étendue avec les mix ethniques et les migrations, donc avec les travailleurs engagés. Au fil du temps, notre société s'est complexifiée. Oui, et en plus, elle s'est complexifiée parce que il y a eu des nouvelles catégories qui sont apparues. Exact. Et ces personnes constituent toujours comme noirs, métis, chabines, les Indiens, les Syriens, les Vietnamiens, les Chinois, et j'en passe, constituent eux-mêmes leur propre catégorisation. Et ça se retrouve, et ce qui apporte en plus, c'est que dans la littérature créole, on retrouve toujours cette opposition constante entre les catégorisations raciales. Et je pense par exemple à La Panse du chacal de Raphaël Confiant, qui met bien en exergue cette confrontation qu'il peut y avoir entre coulis, donc les Indiens hindous en plus, et les Noirs en fait. Donc voilà, donc ça se retrouve toujours dans la société, et c'est pour ça, et là je vais encore citer Françoise Vergès, mais je pense que vous l'avez compris qu'on l'adore, parce que lorsque je pense au podcast, je pense à ce qu'elle dit, et je cite: cherche à introduire des voix dissonantes dans le récit du féminisme, car les femmes des Outre-mer, qu'elles soient esclaves, engagées ou colonisées, existent à peine dans les analyses féministes, qui les traitent au mieux comme des témoins d'oppressions diverses, mais jamais comme des personnes dont la parole singulière remettrait en cause un universalisme qui masque un particularisme. Et donc du coup, toi qui nous écoutes, toi femme caribéenne, femme de l'océan Pacifique, comment ça va? Comment tu vas? Comment tu vis la vie? Est-ce que tu as des choses à dire? Comment tu vois les choses? Comment tu les interprètes? Parce que quelque part, ça fait écho à ce que le personnage principal de Max Diomard dit dans le livre Flânerie guadeloupéenne. Il nous dit que la Guadeloupe, quant à elle, est passée en un peu de temps d'une terre d'esclavage à une colonie, pour devenir un département français un peu spécial en fait. À quel moment avons-nous maîtrisé notre destin?
Où avons-nous pu puiser le ciment qui aurait été capable de nous rassembler? Et j'adore cette citation parce qu'on retrouve cette interrogation quand on parle à nos aînés, qui nous parlent d'oublier ou de pardonner, que c'est dans le passé. Oui, mais à quel moment de l'histoire on a pu s'asseoir avec nous-mêmes et se rendre compte de ce qui s'est passé, de ce qui nous est arrivé, à quel moment on a pu articuler nos expériences en fait. Alors c'est pour ça qu'on vous invite à participer à cette discussion. Femme Kachayeko, c'est une plateforme par nous et pour nous parce que notre identité elle est spéciale et intersectionnelle. L'articulation de nos expériences et de nos réalités elle est nécessaire et elle passe par la conversation. Et vu qu'on adore discuter, vous pouvez continuer en nous envoyer des messages sur notre page Instagram Femme Kachayeko. Ou bien, si vous avez quelque chose de beaucoup plus long à dire et que vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez toujours nous envoyer un mail sur femmekachayeko@gmail.com. En attendant, on espère avoir beaucoup de retours sur ce premier épisode. On est vachement excités à l'idée de voir le lancement arriver. C'est d'ailleurs le 4 décembre, donc aujourd'hui. Donc voilà, on vous remercie beaucoup et on vous voit dans 2 semaines. Salut! Ciao!